Bonsoir. Pour cette petite présentation, on nous posait une question à savoir comment on utilise la visualisation, pourquoi on utilise la visualisation, quel est le rapport à l'esthétique avec les images qu'on produit. J'ai donc dû chercher dans ma mémoire, en fait, à quel moment j'ai décidé d'entreprendre une recherche quasi systématique sur l'utilisation à la fois de la méthode scientifique, mais aussi de l'histoire de la science pour faire mes images. C'est une recherche que j'ai entreprise alors que j'étais à la maîtrise. Je suis un photographe de paysages. En fait, je me promenais avec la caméra dans les endroits que je visitais et j'étais toujours assez déçu, en fait, des images qui en sortaient. Et puis, la maîtrise était pour moi une occasion, en fait, de chercher quels étaient les différents concepts qui sous-entendaient le sujet, en fait, de ma recherche, qui est ultimement la nature. Donc, contrairement à mon habitude, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps puis que c'est un peu compliqué, j'ai décidé de lire un petit bout. Évidemment, ça a été assez simple pour moi. Je suis allé à la bibliothèque, j'ai tapé le mot « nature » et puis j'ai décidé de lire à peu près tous les livres qui avaient le mot « nature » dans le titre. Et on fait des découvertes plutôt intéressantes. Et évidemment, on commence avec l'Antiquité, donc certaines choses vont recouper ce que M. Lamontagne a parlé tout à l'heure. Je pourrais évidemment vous parler, par exemple, d'Érastocène qui, en moins 205 avant Jésus-Christ, va déterminer la dimension, ou plutôt la circonférence de la Terre avec un bâton et un puits. Dimensions assez précises qui vont prendre plusieurs siècles avant d'être aussi précise. Mais un de mes favoris, en fait, c'est Lucrèce en moins 80 avant Jésus-Christ, un latin donc, qui s'inspire des épicuriens pour nous parler du monde. Et il dit, à mesure que se succèdent les révolutions du soleil, l'anneau qu'on porte au doigt s'amincit par-dessus. La chute de la goutte d'eau creuse le rocher. Bien qu'il soit de fer, le soc recourbé de la charrue rapetisse invisiblement dans les sillons. Sous les pieds de la foule, nous voyons que se sont usées les dalles de pierre des routes. En fait, ce qui nous explique, c'est que quand on regarde le monde, on se rend compte que la matière solide s'efface peu à peu. Et il continue, mais des particules qui s'en échappent à tout moment, la nature jalouse nous a dérobé le spectacle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre comment la nature fonctionne. On doit utiliser notre pensée pour essayer de concevoir comment les choses sont organisées. Et il continue encore, il dit, c'est donc au moyen de corps invisibles que la nature fait son travail. Donc ici, il est en train d'introduire l'idée de l'atomisme. Il va encore plus loin, il parle de vide, par exemple. Il y a plus de vide entre les particules dans l'air, il y a moins de vide dans les solides, et il y a encore moins de vide. En fait, il y a l'air, les liquides et les solides. Donc, c'est quand même assez impressionnant de se rendre compte qu'il y a, sans outils, sans instruments, ces gens étaient capables d'avoir une vision, ma foi, qui nous semble aujourd'hui assez précise. Donc, c'est les épicuriens qui développèrent sans instrument de mesure cette méthode du monde. Pour comprendre, il faut expliquer l'angle par lequel les philosophes géomètres de l'Antiquité observaient le ciel. Pour eux, tous les phénomènes du monde observables étaient organisés. Cette organisation pouvait être découverte en contemplant le monde, en le regardant. Un monde créé, c'est important, donc qui pouvait être nommé et mesuré par la géométrie. Tout ça était sous le thème, un thème qui était cher aux Grecs, qui s'appelle la physis. La physis, c'était l'ensemble des lois qui régissaient la nature. Évidemment, ça a donné le mot physique aujourd'hui. Il y a d'autres exemples qu'on utilise toujours, comme par exemple le mot théorie vient de théoria, donc théâtre, et oros, regarder le théâtre du monde. Encore une fois, le théâtre laisse sous-entendre ici que le monde est organisé, un peu mécanique, mais c'est toujours le regard de la personne et son acuité qui fait en sorte qu'on est capable de découvrir les choses, les secrets de la nature qui sont cachés. Il y a un autre principe, en fait, j'en parle rapidement, il y a l'idée de l'air, évidemment qu'on connaît, c'est ce qu'on respire, et l'éther. On sait aujourd'hui que l'éther, on associe ça à quelque chose qui est dangereux pour nous, mais l'éther, c'était ce qui était à l'extérieur de la sphère céleste, et donc tous les corps célestes étaient faits de matière quasi mécanique, quoi. Regarder le monde et en dévoiler les fonctionnements mécaniques.
L'artiste, dans ce contexte, se doit de reprendre les canons géométriques, de sculpter les corps selon des proportions naturelles, objectives, déterminées par les relations complexes qu'entretiennent les nombres et la nature. Évidemment, ici, je parle des artistes de l'époque. Les philosophes de l'époque avaient une vision très précise de la place dans l'art de la cité. Il faut noter ici que contrairement aux philosophes qui, eux, ont un nom qui résonne encore aujourd'hui, peu de sculpteurs et encore moins de peintres de nos jours sont connus. L'artiste dans l'Antiquité se doit de reprendre les canons géométriques, de sculpter les corps. Il y a un temps où l'art était reçu, mis en circulation, valorisé sans que soit posée la question de son auteur ou de son regard propre, de son regard particulier. Il n'y a même pas ici, dans ce contexte, l'idée de créativité par rapport à l'art. Je fais un grand saut et je reprends encore certains trucs qu'on a abordés avec Galilée tout à l'heure, mais à la Renaissance, donc, un changement majeur s'opère. Et je citerai ici un petit bout d'une conférence de Michel Foucault à la fin des années 60 qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un auteur ?» Il explique qu'un croisement s'est produit autour du 17e siècle. On a commencé à recevoir les discours scientifiques pour eux-mêmes, dans l'anonymat d'une vérité établie ou toujours à nouveau démontrable. C'est leur appartenance à un ensemble systématique qui leur donne garantie et non point la référence à l'individu qui les a produits. C'est-à-dire que c'est le moment à partir duquel l'inversion dont il parle, c'est que c'est le moment où l'artiste va gagner ses notions d'auteur. On va sortir de cette idée que l'artiste ne fait pas ultimement de création, qu'il reprend simplement les termes de la géométrie. Alors que Galilée découvre les montagnes sur la Lune à l'aide de sa lunette, les premières critiques ne vers pas des théologiens, mais des astronomes et astrologues aristotéliciens, c'est ce qu'on a abordé tantôt, qui doutaient entre autres de l'objectivité du télescope. Il y a une discussion à savoir, est-ce que c'est des aberrations optiques qu'on voit? Encore une fois, une question sur le regard de la personne qui se porte le monde. L'objectif, ou plutôt l'objectivité de l'objectif du télescope était remise en question. C'est selon moi la plus grande victoire de Galilée, non pas une victoire face à des obscurs croyants, mais bien d'avoir accompli à travers l'outil une découverte qui modifia la science, qui lui fera emprunter des chemins nouveaux. On quitte donc définitivement la science qui passe par le regard de l'observateur, auteur de traités sur l'organisation du monde, à des extensions qui projettent les sens dans le microscopique et le macroscopique. La subjectivité du regardeur mathématicien fait place à l'analyse de données récoltées par la machine. Au même moment, l'artiste de la Renaissance emprunte un chemin inverse. Il y a beaucoup plus important que les techniques du sfumato, de la précision des perspectives. Les aristocrates des nations européennes naissantes s'arrachent les peintres de Florence, Rome et Venise. C'est Raphaël ou Giotto qui sont invités à couvrir les châteaux et églises de leur talent, et non pas des calculateurs géomètres. C'est à cette époque que s'élaborent les principales étapes de la méthode scientifique. Parmi les plus importantes, l'obligation de pouvoir répéter les expériences scientifiques afin de faire avancer une théorie. Selon ce modèle, une découverte se doit d'être reproduite par d'autres scientifiques et d'autres laboratoires pour gagner en crédibilité et en autorité. Par contraste, je parle toujours ici de cette inversion-là de l'époque de la Renaissance, l'art de la modernité s'accommode très mal de l'idée de la reproduction. On le sait, par exemple, qu'un Léonard de Vinci, une copie d'un Léonard de Vinci n'a aucune valeur, pas plus que le fait de mettre un urinoir sur un socle si on ne s'appelle pas Marcel Duchamp. Avec plus de temps, j'aborderai d'autres périodes de l'histoire qui précisent par rapport aux notions qui m'intéressent, celles du paysage, comme par exemple les romantiques, allemand ou juste un peu avant la vision de Rousseau et des encyclopédistes à l'époque de Diderot. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le monde naturel est désormais nommé par la science, donc. Dans une ère eschatologique où la nature menace, la méthode nomme le monde. Des dizaines de milliers d'hypercalculateurs météorologiques auscultent la Terre. Nous ne sommes plus dans le monde de la physis grecque, univers immuable aux lois prédéterminées que l'on peut découvrir en contemplant le monde par nos sens. Désormais, nous évoluons sous un ciel sans étoiles, occulté par les lucioles électriques de nos villes. Mais que peut-on y voir, justement, dans ce monde? Et c'est justement cette réflexion-là qui m'a amené, en fait, à utiliser, comme je disais tout à l'heure, de façon quasi systématique, les outils des scientifiques pour poursuivre, en fait, cette idée de tradition, de l'idée de paysage qui est associée à la nature. Je vais prendre quelques minutes pour parler de cette image-là qui se retrouve dans l'exposition.
Elle s'appelle « Sous surveillance ». C'est une image qui montre 28 800 passages de satellites au-dessus de ma tête, en fait au-dessus de mon studio à Montréal. Satellites qui sont classés secrets par les pays émetteurs. Il faut savoir que depuis 1962, une recommandation de l'ONU, je crois qu'on dit, demande à tous les pays émetteurs ou lanceurs, donc tous les pays qui envoient un satellite dans l'espace, ont l'obligation, en fait, de donner les données pour permettre de situer en permanence chacun des objets en orbite autour de la Terre. Donc, il y en a plusieurs dizaines de milliers, mais parmi ces nombreux objets en orbite autour de la Terre, certains pays trichent, c'est-à-dire qu'il y a certaines données de certains objets en orbite ne sont pas disponibles sur Internet et quelques ingénieurs, /hackers, /astronomes, ont décidé, mais c'est vraiment 3-4 personnes participent à ça, en fait, utilisent des télescopes et des radios et utilisent ce qu'on sait déjà du ciel et cherchent les objets en orbite qui ne font pas partie des listes. Et ils en ont catalogué à peu près 250. Il faut savoir qu'un satellite, certains, en fait, voyagent près de 30 000 km/h, donc vont passer au-dessus de notre tête 15-20 fois, peut-être dans une journée. Donc, ces 200 satellites-là, au bout de 30 jours, auraient passé 28 800 fois au-dessus de ma tête. Et l'aspect très complexe de la forme vient du fait qu'un satellite va passer, son premier passage va être à un tel angle et le passage d'après va avoir une petite variation. Donc, c'est ce qui crée puis peut-être pour le détail, il y a une autre partie dans l'installation que je n'ai pas donné de titre, mais je pense que je l'appelle la voix, c'est mon nom de code. C'est inspiré de l'idée d'une voix qu'on entend à l'aéroport, donc une petite dame qui dit « Bonjour, votre vol pour machin et dans telle heure », mais cette voix-là, en fait, annonce quand un satellite espion passe au-dessus de notre tête, donc on va attendre le satellite espion X va passer au-dessus de notre tête dans 4 minutes. Je ne sais pas quelle image j'ai choisi, je ne connais pas la précision. Donc, une dernière pièce que je voulais aborder avec vous, elle s'appelle Exoplanète. Je pensais que ça fitait un peu dans le projet et aussi que cette pièce-là a été présentée pour la première fois à Sporobol. À l'époque, j'avais eu une brève discussion avec Jonathan Gagné, qui était doctorant et chercheur d'Exoplanète à l'Université de Montréal. Je crois que c'est en 2010-2011. À l'époque, il y avait 180 exoplanètes plus ou moins découvertes dans une liste. Cette liste-là est téléchargeable sur Internet. Mon application est assez simple. Le matin, elle va voir sur Internet, est-ce qu'il y a une nouvelle exoplanète qui a été découverte? Si oui, télécharge l'image dans une base de données astronomique qui est à l'Université de Strasbourg. Et puis, ensuite, elle applique un très simple algorithme, que c'est pas moi qui ai fait, mais qui spécule à partir des informations qu'on a, quand il y en a, sur la possibilité d'émission d'ondes radio de cette planète-là. Mon interface, ce qu'elle fait, c'est l'équivalent d'un diaporama, c'est-à-dire qu'elle montre l'image pendant 10 secondes, l'image grandit, et ensuite, il y a une autre image de planète et ils se succèdent. Et puis, ce truc mathématique, cette formule mathématique me donne des fréquences, en fait, que je transforme en son à l'aide de synthétiseurs analogues. À l'époque, comme je disais, il y avait 180 planètes, donc ça prenait peut-être 20 minutes pour faire le tour du diaporama. Je l'ai présenté 4-5 fois. Elle a été présentée la dernière fois. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 3400. 3741. Ah, c'est toujours pratique d'avoir... C'est toujours pratique d'avoir un Wikipédia à côté de soi. Donc là, la deuxième fois, c'était 400-500. Donc là, on était rendu déjà à quelques heures. Je n'ai pas calculé combien de temps ça prend maintenant à ma machine à faire le tour, mais je sais très bien, avec les chiffres qui ont été nommés tout à l'heure par Jason, c'est qu'il y a un moment où la boucle ne se fera pas. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, c'est une manière de parler un peu de l'infini, c'est-à-dire que quand les astrophysiciens nous parlent de chiffres de milliards, de machins, pour moi, c'était ma manière, en fait, un peu d'entrer en contact avec ce concept d'infini-là. Puis peut-être quelques mots sur les images. Je fais exactement le contraire de la NASA, qui met beaucoup de filtres sur ces images puis qui exagère les couleurs pour essayer d'être publié dans le National Post. Ça, c'est une image source, c'est-à-dire que quand on télécharge ces images-là dans la base de données, c'est vraiment le résultat du senseur. En photographie, on dirait c'est un format RAW.
La base de données que j'ai utilisée a été faite dans les années 70-80, a été faite à partir d'un télescope terrestre, et c'est des plaques 8-10, c'est des films plaques 8-10, et pour le photographe que je suis, la qualité est absolument exceptionnelle de ces images-là. Puis maintenant, dernièrement, je les présente en 4K. Je pense pas que ça tient pas vraiment justice, mais la qualité est pour moi vraiment supérieure à ce que je vois, puis ça me rapproche en fait de ce que les scientifiques utilisent comme données. Donc c'est pour ça que moi, la plupart du temps, je passe pas mon temps à regarder des atlas qui ont été, comment dire, un peu manipulés. Je passe la plupart de mon temps à regarder des graphiques comme Jason a montré tout à l'heure, plutôt que les images finales. Donc je vous remercie.